Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 20e étape du Tour de France 2024. Dernière grosse étape de montagne en ligne. On va parler du parcours, on parlera également de l'histoire du Tour de France, des cyclistes, enfin un petit peu comme d'habitude. Seule modification, il n'y aura pas de partie patrimoine sur cette vidéo. Car sur le site du Tour de France, il n'y avait pas les photos de disponibles aujourd'hui. Alors peut-être que c'était dû à la panne mondiale avec Microsoft. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune photo quasiment qui s'affichait. Autant vous dire que la partie histoire, sans voir les photos, sans voir les... Voilà, je trouvais que c'était pas intéressant. Et le temps de retrouver chaque photo sur un autre site, bah, c'est du temps que je n'aurais pas eu pour moi. Et on est quand même en fin de Tour de France, donc il y a une petite fatigue. Donc voilà, et comme j'enchaîne en plus après avec les Jeux Olympiques, j'ai préféré ne pas faire de partie d'histoire. J'espère que demain on pourra en faire une, notamment pour parler de Nice et de la promenade des Anglais. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris pour cette étape et votre grosse cote. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, eh bien, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et comme ça, vous pouvez cliquer plus rapidement sur les miniatures, ce qui permet également de m'aider dans mon travail. Alors, au départ, pour moi, c'était l'étape reine de ce Tour de France. Vraiment l'étape reine de ce Tour de France en termes de difficulté. Je trouve que, en fait, sur cette étape-là, même si on ne veut pas, on fait des écarts. Vraiment, même sans forcément mettre la main à la pâte à fond, on arrive à faire des écarts. C'est une étape qui est très courte en kilométrage, qui risque d'être très punchy. Donc si on est fatigué, il y aura des écarts, surtout qu'encore une fois, l'étape de la veille avec l'altitude, ça peut vous avoir mis complètement KO. Donc c'est peut-être ce qui va créer des écarts. Sauf que hier, Pogačar ayant tué un petit peu le suspense au niveau du général pour la victoire finale, je ne sais pas si des équipes vont vouloir rouler fort. Surtout que Remco Evenepoel, c'est peut-être l'étape la plus dangereuse pour lui au niveau des descentes. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Voilà au niveau scénario. Au départ, j'avais mis que ça allait être l'étape reine. Parce que je me disais, l'étape dans les Pyrénées avec 5000 mètres de dénivelé positif, il y avait beaucoup de zones de transition, c'était pas forcément la plus intéressante. Mais étant donné que Pogačar a un petit peu tué le suspense au niveau de la victoire, eh bien j'ai peur qu'on ait peut-être un statu quo sur cette étape. Mais c'est le dernier moment pour les purs grimpeurs pour essayer de gagner des places. Hein. Ça c'est clair et net, pour essayer de casser l'hégémonie UAE dans ce top 10, c'est le dernier moment. Et puis j'espère qu'on n'aura pas des comptes d'apothicaire également entre des coureurs du top 10. Parce que bon, quand vous êtes à 25 minutes, c'est peut-être pas forcément intéressant de vouloir défendre une place au niveau du général. Donc l'étape est courte, on espère qu'elle sera explosive. Du côté du dénivelé positif, 4763 mètres, c'est la deuxième étape dans ce classement. Au niveau des points montagne, 35 points, ce qui est donc la moitié moins qu'hier. Allez, on regarde tout de suite la présentation du parcours. L'étape donc du jour sans donc la partie histoire patrimoine. On regarde tout de suite entre Nice et le col de la Couilleule, étape très courte, 134 km comme hier, des phases de transition. Je crois encore plus réduite qu'hier, c'est vraiment les montagnes russes. C'est une montagne, c'est une journée de Paris-Nice plus au programme avec le col de Brosse, col de Turini, col de la Colmiane, col de la Couilleule. Colmiane, Turini, Couilleule, particularité, les trois on les a pris en arrivée au sommet sur les dernières éditions de Paris-Nice. Donc ça veut dire que certains coureurs connaissent ces différentes montées. On commence tout de suite par Nice. Comme d'habitude, la sortie de Nice très vallonnée d'entrée avec le col de Nice, 4 km 6 à 5,2 de moyenne. Hein. On sait qu'il y a toujours une montée du côté de Nice. Et puis le col de Brosse. Tout de suite après, 10 km 2 à 6,3 de moyenne, col de deuxième catégorie, 24 km 500, donc départ en bosse quasiment d'entrée, col de Brosse. C'est comme toutes les montées, elles vont avoir des passages un petit peu irréguliers. Et surtout, il faut prendre en compte qu'il y a souvent des épingles dans ces montées. Et à chaque épingle, ça veut dire une petite rupture de pente, une petite relance qu'il va falloir effectuer. Donc ça va faire mal aux jambes. Donc là, vous voyez, entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3,
vous avez 8,5%. Ensuite, ça devient un peu plus plat. Et puis ensuite, on est entre 6, 6, 9 et 7. 7 entre le kilomètre 8 et le kilomètre 9. Donc, c'est déjà musclé. C'est un col de deuxième catégorie musclé d'entrée. On redescend vers Sospel. Et puis le Turini, 1602 mètres d'altitude, 20 km 8 à 5,7 de moyenne. Les 12 derniers kilomètres à 6,7 de moyenne. Et vous le voyez, les premiers kilomètres sont plutôt simples. On dirait que c'est un petit col de troisième catégorie sur les 6 premiers kilomètres. Et puis ensuite, vous avez notamment dans les derniers kilomètres un passage à 10,1% de moyenne. 6,8, 6,4, 7,3 et puis surtout beaucoup d'épingles. Beaucoup d'épingles, beaucoup de virages dans cette montée du col du Turini. C'est bien pour ça que c'est une des montées célèbres. Du Monte Carlo également, on redescend par la Bolène Vésubie. On passera également à Saint-Martin de Vésubie. Sprint intermédiaire en bosse. Donc celui-là, je pense qu'il ne va pas intéresser grand monde au kilomètre 88,5. Et puis le col de la Colmiane, 7 km 5 à 6,9 de moyenne. Col de première catégorie, mais déjà auparavant, on aura de la montée. Le col de la Colmiane, c'est pas simple. Déjà avant, c'est vraiment une route où on est en prise. Vous voyez, donc 3 km au-delà de 7%. Celui-là, c'est le plus régulier, le Colmiane. 6,9, 7,4, 7,6 de moyenne. Et puis on redescend vers Saint-Sauveur-sur-Tinée pour le fameux col de la Couillole. 15 km 8 à 7,3 de moyenne. Et là, vous voyez ce col de la Couillole. C'est dur, parce que même s'il y a des ruptures de pente, on est rarement en dessous de 6%. C'est entre 6,5 et 8, 8,5. Voilà. Donc c'est très régulier. Et puis c'est long, encore une fois. 15 km 8, on n'est pas sur des cols courts. Donc là aussi, sur les temps d'effort, il va falloir le prendre en compte parce que je ne vous en ai pas parlé, mais je vais vous en parler maintenant. Des temps d'effort sur cette journée. Le col de Brosse, c'est quand même 25 minutes. Voilà, Jean Dobrowski avait fait 24 minutes 37 à 23,8 km/h, 414 watts de moyenne. Donc c'est vraiment long pour un col de deuxième catégorie. Le Turini, c'est 47 minutes 47 par Richie Porte en 2021 au mois d'avril, à 26 km/h de moyenne. Mais en course, moi j'ai un Egan Bernal en 54 minutes 54 à 22,7 de moyenne, 279 watts. Vous voyez que c'est quand même une montée difficile. La Colmiane, on est aussi sur un col où on est à 20 minutes d'effort. Le record, c'est Biscara en 20 minutes 29, 21,4 km/h, 306 watts de moyenne. Voilà pour cette montée. Ça devrait aller un petit peu plus vite. Mentis avait fait 20 minutes 30 à 21,4 km/h. Et puis la Couillole, c'est de nouveau au-delà de 40 minutes. Le record est détenu depuis le 29 mai par Lenny Martinez en 42,44. Il avait fait mieux que Clément Berthet qui avait fait 42,52, 22 km/h de moyenne à 382 watts de moyenne. Donc vous voyez, il y a encore du long temps d'effort. C'est ça que si on regarde en termes de kilométrage de montée, rien que les montées répertoriées au classement de la montagne, 10 plus 20, ça fait 31. Là, entre Turini et Col de Brosse, 31 plus 7,5, 38,5 et 38,5 plus 15, ça nous amène encore à 53-54 km de montée. Si on rajoute les 4 km du col de Nice, ça nous amène à 58 sur 134 seulement kilomètres. Donc la moitié de la journée, c'est de la montagne. Voilà. Donc, et le reste, c'est de la descente quasiment. Donc vous voyez, ça va être une très longue journée. Et au niveau de cette étape, au niveau du parcours, moi ce que je note au niveau des difficultés de cette journée, on aura donc l'arrière-pays niçois. Donc il faut faire très attention les traversées de communes parce qu'il va y avoir beaucoup de mobilier urbain. C'est vraiment typique d'une étape de l'arrière-pays niçois classique. Ça veut dire beaucoup de mobilier urbain sur le parcours, surtout à la sortie de Nice. Donc là, il faudra faire très très attention à ça. On peut avoir des passages très étroits aussi à certains moments. Et toutes les descentes sont techniques. Pourquoi? Il n'y a que des épingles. Et oui, donc il faudra faire très attention. Il n'a pas plu depuis quelques jours, donc les routes peuvent être glissantes aussi dans la région parce qu'il y a beaucoup de passages, donc beaucoup de pollution sur la route. On a souvent pas mal de pourcentage dans les descentes aussi. Donc c'est technique. Et en plus, il n'y a pas de solution de zone de dégagement dans ces descentes. C'est-à-dire que soit
Si vous vous ratez, soit c'est le ravin, soit c'est la paroi rocheuse. Parce qu'on est souvent à flanc de paroi rocheuse. Ou sinon, soit c'est la paroi rocheuse, soit c'est le parapet. Donc c'est vraiment très très particulier dans le Turini. Parfois le goudron n'est pas dans un bon état aussi, de ce que j'ai noté. Donc vraiment, c'est les descentes là, et ça peut vraiment vous tétaniser hein, sur cette journée, les descentes. Et pour tous ceux... Alors normalement les coureurs les connaissent parce que souvent ils habitent dans la région. Mais quand même, il faut vraiment faire attention à tout ce qui est descente sur ce parcours. Au niveau de la météo, grand soleil, 30 à 33 degrés sur cette météo. Et puis, vous voyez, il y aura très peu de vent, mais par contre beaucoup de chaleur. Donc là encore, il faudra faire attention. Et je ne vous ai pas parlé des zones techniques du col de la Couilleule. Vous voyez, hein, quand je vous parlais que c'est très technique même dans les montées, qu'il y a beaucoup de relances à faire, bah, vous voyez, épingle, épingle. Là, dans les 5 derniers kilomètres, le nombre d'épingles dans cette zone-là. Donc c'est voilà, c'est à chaque fois des relances qu'il faut effectuer. Donc ça, c'est très fatigant et usant à la longue. On regarde tout de suite l'histoire du Tour de France. Donc encore une fois, on attaque la partie histoire de ce Tour de France. On se souvient notamment du Tour de France 2020, la deuxième étape qui passait par pas mal de coins de cette journée. Cette deuxième étape qui avait été remportée par Julien Alaphilippe ce jour-là, qui avait réussi à faire la différence face à un certain Marc Hirschi. À l'époque, on ne le connaissait pas tant que ça, Marc Hirschi, il faut bien le dire. Et il avait réussi à résister. Et Adam Yates était aussi là, à l'époque, dans l'équipe Mitchelton Scott. Et ensuite, il y avait eu un peloton avec pas mal de monde. À ce moment-là, c'était Julien Alaphilippe qui avait pris le maillot jaune. Et Pogacar était déjà 5e du général à ce moment-là. Il y avait la Colmiane, Turini et le col d'Èze dans le final. Le col d'Èze, on le prendra demain. Ça ressemblait vraiment à une étape de Paris-Nice. Du côté donc du col de Brosse, eh bien, on y est passé pour la dernière fois en 1961. C'est un col qui est assez peu utilisé. La dernière utilisation, c'était lors du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, lors de l'étape numéro 3, qui avait été remportée par Gianluca Brambilla ce jour-là. On passait par le col de Brosse. En milieu d'étape, voilà, juste avant d'aller à Sospel. Il y avait le col du Carillon également qui était au programme. Le col du Turini, 2 arrivées d'étape sur le Paris-Nice, c'était Daniel Felipe Martinez et Primoz Roglic qui ne sont pas au départ. Et du côté du Tour de France, alors on a eu un passage donc, lors de cette fameuse étape numéro 2 en 2020, et sinon il fallait remonter à 1973 pour un passage par le col du Turini lors de l'étape numéro 9 qui avait été remportée par Vicente Lopez avec 8 minutes 50 d'avance sur Franz Verbeek sur cette 9e étape où il y avait le Turini, la côte de Châteauneuf, le col de Valberg, le col de la Quérole également qui était au programme. Si on poursuit avec les autres montées, le col Saint-Martin. Donc là aussi, une victoire d'étape pour Primoz Roglic. Nairo Quintana s'était imposé. Simon Yates également sur Paris-Nice, le Tour de France. Lui n'y est passé qu'en 2020, voilà, lors de cette fameuse étape numéro 2. Voilà, ce col de la Colmiane ou le col Saint-Martin, il a 2 noms. Et puis le col, pas le col de la Couilleule, pardon. Le col, c'est le... Je vais retrouver le nom. C'est le col de la Colmiane, voilà, qui a 2 noms. Voilà, c'est col Saint-Martin ou col de la Colmiane. Et puis donc dernier col, le col de la Couilleule. Là aussi, Paris-Nice avait bien réussi à Tadej Pogacar en 2023 pardon, avec une victoire. Richie Porte, lui, s'était imposé en 2017. Et le Tour de France, lui, n'y est passé qu'une seule fois en 1975 lors de l'étape numéro 15, remportée par Bernard Thévenet. Elle partait de Nice pour aller à Pralou. Cette étape, c'est là où Bernard Thévenet avait pris la tête du général face à Eddy Merckx et on prenait donc le col Saint-Martin, Couilleule, col des Champs, col d'Alos et la montée de Prat. Loup, 6500 mètres de dénivelé positif sur 217 km et à l'époque ça faisait 7h46 de vélo pour le vainqueur. Donc voilà, c'était vraiment impressionnant
Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein. On avait des étapes comme ça de 6h30 à 7 heures de vélo qui étaient extrêmement éreintantes pour les organismes et pour la suite du Tour. Le cycliste du jour, alors demain on parlera, pardon, je vais y arriver, demain de René Vietto, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur René Vietto du côté de Nice. Là on va parler de Lucien Tessière, pardon. Vainqueur de 4 étapes sur le Tour de France entre 47 et 54, coureur qui a commencé sa carrière au moment où la France était occupée en 1941 pour terminer en 1955, vainqueur de 3 étapes du Dauphiné libéré en 53 et 48, vainqueur de ce Dauphiné en 53, à l'époque Paris-Tour 44 également, et deuxième de Milan-San Remo 46, deuxième de Paris-Nice 51, de Paris-Roubaix 45, pardon, donc un coureur totalement complet, 8 Tours de France, 1 Giro du côté de sa carrière, et des classiques également, de Milan-San Remo, 7 Paris-Roubaix, encore un Tour de Lombardie en termes de participation. Voilà, donc un grand coureur cycliste, peut-être méconnu. Moi je ne le connaissais pas, hein, pour tout vous dire, Lucien Tessière. Autant René Vietto, je le connaissais, autant Lucien Tessière, non. On poursuit du côté de cette vidéo qui va donc être un petit peu plus courte. La stratégie, très dur à dire la stratégie. Moi je vois 2 courses en une, c'est-à-dire une course où on a les échappés et une course où on a les leaders. Mais c'est pas si sûr, parce que est-ce qu'un Vingegaard ne voudra pas aller chercher la victoire? Peut-être pas. Est-ce qu'un Remco Evenepoel ne voudra pas essayer de prendre la 2e place? Mais c'est aussi une prise de risque pour Remco Evenepoel. Est-ce qu'on n'a pas des coureurs entre, par exemple, un Ciccone, un Derek G, qui voudront remonter au général, ce qui fait il va y avoir les comptes d'Apotica, ça va rouler derrière. Très clairement, j'en ai aucune idée. Moi, je pense à 2 courses en une, c'est-à-dire victoire d'une échappée, mais derrière quand même une bagarre pour le général, mais ce n'est que mon ami. Du côté des favoris, je tente David Gaudu. Je l'ai trouvé un peu mieux sur l'étape d'hier, donc peut-être, pourquoi pas. Henrik Mas, là aussi, j'ai trouvé un peu mieux. Ces 2 coureurs qui ne sont pas partis en échappée ces derniers jours, donc ils vont peut-être avoir un peu plus de fraîcheur que d'autres. Jan Hirt, pourquoi pas du côté de Remco Evenepoel, qu'on envoie quelqu'un en éclaireur et puis au final, bon, on n'a pas les jambes, on n'attaque pas. Jan Hirt est très en forme, je trouve, pour quelqu'un qui a fait le Giro, il est aussi très en forme. Et puis en grosse cote, Terrada, mais j'y crois moyen au coureur de Astana. Programme télé, départ fictif 13h35, col de Brosse à 108 km de l'arrivée entre 14h36 et 14h41. Le pied du Turini entre 15h38 et 15h51. Saint-Martin de Visubi, le sprint intermédiaire entre 16h11 et 16h28. Le pied de la Couillonne entre 16h41 et 17h01 pour une arrivée prévue entre 17h18 et 17h44. Et là, beaucoup de coureurs ce soir seront contents. Leur Tour de France sera terminé parce que demain, le contre-la-montre, autant vous dire que ça se fera pas à fond. L'idée, ça sera juste de profiter, de ne pas prendre de risques et de finir ce Tour de France en finissant dans les délais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve demain juste après l'arrivée pour faire le débrief. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao, ciao!